Je lisais notre excellent confrère Guillaume Lefrançois sur Lane Hudson. C'est moi où tu commences toujours les shows en parlant de Guillaume Lefrançois. C'est un appel. On va finir par le prendre mal. Godin puis moi. Ça se pourrait. Non, mais c'est parce que ça m'a fait rire. Il recueillait certains témoignages, entre autres celui du père de Lane Hudson, qui racontait que la journée du repêchage, ils sont allés manger après, c'était au Centre Bell, ils sont allés manger après dans un restaurant italien pas loin, avoisinant. Puis les gens disaient nourrissez-le parce qu'il est petit. Ça m'a fait rire. C'est rigolo quand même. Ça m'a fait rire. Les gens ont beaucoup d'humour. Oui, d'abord, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé qu'on avait, en tant que partisan de hockey et Montréalais ou enfin Québécois, beaucoup d'humour. Plein de bons conseils aussi, parce que c'est un bon conseil. Et ça m'a rappelé qu'avec Martin, la semaine passée, on a brièvement effleuré le sujet des pâtes avant le sport. Puis là, on n'a pas comme... Ça fait longtemps que c'est plus le cas, là, ça. Là. Ben, je suis tombé cette semaine sur une capsule de l'Équipe, OK? Le journal la français. Publication, je ne sais plus si c'est un journal, mais le journal. Média français. Il y a également une publication numérique. Là. Oui. En tout cas... Je suis abonné. En tout cas... Si jamais. C'est pas, tu sais... C'est pas un feuillet paroissial, là. C'est le quotidien le plus lu en France. Merci, Martin. Ouais. OK? Et il faisait une capsule sur, c'est ça, l'alimentation des joueurs de l'équipe de France de foot, avec Kylian Mbappé en tête, qui est un amateur de pâtes. Et ça disait que les pâtes, c'est encore ça que le monde mange avant les grosses compétitions. Donc, je l'ai juste comme... Ben, les pâtes, là, théoriquement, écoute, je suis pas nutritionniste. Non, c'est à te regarder, non. Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, c'était gratuit. C'est le genre de joke que j'aurais pas pu faire avec n'importe qui. Non, c'est ça. Là, tu peux te le permettre, là. Mais c'est bon de faire une surcharge calorique un peu avant un grand événement. Exemple, si tu cours un marathon. C'est ça. Tu vas en manger quelques jours à l'avance pour faire ce qu'on appelle une surcharge calorique, donc te retrouver en surplus de glucides que tu vas pouvoir utiliser à bon escient plus tard dans ta dépense d'énergie. Mais le 24 heures avant, et particulièrement la journée de la compétition, c'est pas une bonne idée de manger mais c'est pas ça qu'il disait aussi lourd. dans la capsule. Il y en a certainement qui le font encore, s'ils aiment ça. Tout le monde est différent. Tout le monde, ça, c'est le bon point, ça. Regarde, faut en prendre et en laisser, mais c'est plus un automatisé. Avant, quand, mettons, dans les années 70, c'était un steak ou un steak. Un steak et des patates. C'était l'un ou l'autre. Là. Ben, Là, maintenant, c'est plus varié, puis il y en a beaucoup qui font appel à des nutritionnistes aussi, là, puis qui ont un plan très, très détaillé. Là. J'entendais Wayne Gretzky récemment sur un podcast américain, qui a la langue bien pendue, dire que lui, c'était steak patate, là. Puis il n'était pas question de manger d'autres choses. Ah ouais. Mais à l'époque, c'est pas si loin. je pensais que ça aurait évolué. Ah, c'est ça qui arrive. C'est que c'est pas si loin, mais juste dans ma tête. OK. Il a pris sa retraite, ça fait 25 ans, mais mettons, ses débuts, ça fait 45 ans, 44 ans. Mais d'ailleurs, c'est pas ça l'avenir de la nutrition, c'est que chacun a sa propre... son propre métabolisme et sa propre... Il y a beaucoup de ça, oui, effectivement. Le perfectionnement, le raffinement dans l'alimentation pour le sport d'élite, la clé n'est pas là. Les diètes ne sont pas adaptées à tout le monde, effectivement. Puis, tu sais, nous sommes adeptes de... De pâtes. Oui, entre autres, mais là, j'allais dire de jeûne intermittent. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Oui, c'est vrai qu'on a ça fait longtemps. Mais ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens, il y a des gens qui ne peuvent pas fonctionner sans déjeuner. Ils ont juste arrêté de souper. T'es pas obligé de faire le jeûne le matin. Enfin. En passant, c'est pas bon pour les enfants. Là. On va juste oui. Ici. On n'a pas vraiment les compétences pour aller dans ce domaine-là. Vous ne devriez pas prendre... Mettez à la poubelle. C'est ça. Les seules compétences qu'on a, elles sont en termes d'analyse de hockey. Et encore là. Et encore. Faut prendre ça avec une certaine réserve. OK, la glace est brisée pour Lane. Le concept relatif de la patience et l'impitoyable course au trophée Hart, c'est tellement hockey, épisode 314. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour messieurs. Et votre journaliste affecté à la couverture du Canadien, de la LNH et bientôt les équipes canadiennes en série ou en affaire de même? D'accord. J'ai nommé M. Alexandre Gascon. Salut Alex. Bonjour.
Je m'appelle Alexandre Coupal. Il y avait énormément de trafic, surtout à 6 contre 5, que je voyais pas grand-chose. Puis énormément de gars au filet. Puis donc, c'est, comme je dis, des gars qui se battaient pour leur vie. Donc, il était intense. Ils la voulaient. Puis ils se sont bien battus pour venir. Qu'est-ce que tu retiens de la part de Lane Hutson ce soir? C'est vraiment un bon joueur. Évidemment, tout le monde le sait. Il a vraiment un bel avenir devant lui. J'ai fait bon ce soir, un bon pas. Il fait des bonnes premières passes. Puis, évidemment, on le voit à ligne bleue aussi. Il est très à l'aise. Il bouge vraiment bien. Puis, c'est un excellent patineur aussi. Alors, on imagine que le partisan et la partisane du Canadien étaient un peu plus sur le bout de son divan hier devant le match parce qu'enfin, il se passait quelque chose où il y avait comme un intérêt renouvelé à regarder ça. Ces matchs-là, de cette équipe-là, c'était l'entrée en scène de Lane Hutson. Ça allait bien. De Lane Hutson. Voyons, c'est quoi son nom? Lane Hutson. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Vas-y donc, Martin. Écoute, moi, je trouve que de façon générale, depuis quelques semaines, depuis une dizaine de jours, on a quand même eu des matchs significatifs. Là, il y a des équipes qui se battaient pour leur vie, qui ont joué contre le Canadien. On a vu des matchs intéressants. Lane Hutson, j'avais très, très hâte de le voir. On sait ce qu'il a fait au niveau universitaire cette saison. C'était le défenseur le plus productif sur la scène nationale américaine. Au camp de développement du Canadien, c'est le joueur le plus dominant que j'ai vu jusqu'à présent depuis que je fréquente ce camp-là de développement, mais c'est du hockey 4 contre 4 où il n'y a pas beaucoup de mois de juillet où il n'y a pas beaucoup de contact physique, mais quand même, c'était fascinant de voir à quel point il pouvait contrôler le jeu à lui seul. Il nous a montré dès son premier match, je pense, toutes les qualités qu'on lui reconnaît. Il y a un quotient intellectuel hockey qui est extrêmement élevé. Même s'il c'est pas un gros joueur, il est très éveillé défensivement. On voyait hier qu'il essayait d'appliquer la défensive hybride. Là. Il est arrivé en retard sur un jeu, mais il est arrivé en retard. Martin disait, on peut pas lui demander de l'appliquer parce qu'il est là depuis un match. Nous, ça fait 80 matchs qu'on le fait. Il a oublié d'ajouter... Puis il n'y a personne qui a compris encore. Et ce que je trouve fascinant, c'est que les vieux recruteurs ont une expression, quand un joueur a une vision exceptionnelle, ils disent qu'il y a un troisième œil, qui voit des choses, des options que les autres ne voient pas. Mais Hutson est très éveillé par rapport choisi presque toujours la meilleure option. Et il y a une petite séquence qui avait l'air de rien hier qui m'a impressionné, où il était en train de se faire coincer près de la bande, là, à la ligne bleue offensive. Et là, il n'y avait plus beaucoup d'espace pour faire un jeu. Et il a repéré quand même le bâton de Slafkovský qui était devant le filet. Slafkovský a fait dévier ça sur le gardien, puis ça aurait pu donner une chance de marquer. Puis son premier point dès sa deuxième présence, il est élusif et capable de patiner avec la rondelle, de battre un joueur défensif. Donc, il a montré énormément de belles choses pour un joueur qui en était à son premier match. Puis là, on va en voir un deuxième, mais après ça, il va falloir voir la constance. Puis c'est difficile de s'adapter au calendrier de la Ligue nationale. Puis pour un défenseur, c'est un petit peu plus long. Puis il va sans doute y avoir des périodes plus difficiles. Mais c'est un joueur... C'est spécial. C'est un joueur spécial. C'est spécial. Ouais. Ah oui, il y a des atouts exceptionnels. Je pense qu'on n'a pas vu ça à la ligne bleue du Canadien depuis très, très longtemps. Là. Corrigez-moi si je me trompe. Mais ou même, les autres corps arrière qui sont passés par là, c'est pas le même genre de joueurs non plus. Là. C'est pas des gars qui dansaient aussi bien sur la ligne bleue, qui étaient aussi à l'aise, aussi agiles, je devrais dire. C'est qu'on pense à Markov ou à qui vous voulez, là, qui a animé l'avantage numérique dans les 2 dernières décennies. Mais c'est ça, on peut absolument pas s'emballer, je pense, parce que attends, ces qualités, on le savait, elles ressortent, c'est intéressant de le voir d'entrée de jeu, tu sais. Et puis, il y a eu quelques moments aussi sur des jeux défensifs où je l'ai trouvé intelligent dans sa façon de se positionner. Je sais plus si c'était contre JT Compher le long de la bande, où il a bien placé son corps. L'autre est plus gros et plus fort, mais de la façon dont il s'était positionné, il a pu juste récupérer la rondelle, puis ça devenait difficile de contourner, tout ça. Alors, de par son intelligence, il va s'adapter. Jusqu'à quel point? C'est ça qu'on va comprendre. T'sais. Parce que Jordan Harris disait en fin de semaine à Ottawa, ce qu'il y a de plus important maintenant, c'est ton cerveau, là, c'est-à-dire la rapidité avec laquelle tu analyses l'information, puis tu es capable de l'utiliser pour toi, puis pour faire le bon jeu et tout ça, pour t'adapter.
Pas juste dans le jeu, mais pas juste pendant un match, mais aussi pour comprendre la game quand tu fais du vidéo après. Puis bon, toutes les petites subtilités que tu dois peut-être changer ou ajuster ou ajouter. Et Hudson, c'est probablement sa plus grande qualité. Donc forcément, dans le monde d'aujourd'hui, son intelligence va lui servir énormément. On s'inquiétait un peu de son patin. Moi, honnêtement, je trouve c'est peut-être pas le plus explosif là, sur les 2-3 premières enjambées, mais je trouve qu'il y a quand même un excellent coup de patin. On disait la même chose de Cole Caulfield. Moi, ça m'a rappelé... je veux le dire depuis tantôt, là, moi, ça m'a beaucoup rappelé la première fois qu'on a vu Cole Caulfield avec le Canadien. Parce qu'il y avait des inquiétudes semblables. Sur le patin. Petit gabarit et patin. Ces deux items-là, on les a entendus beaucoup. Et dans les deux cas, puis Martin, je me rappelle après le premier match de Caulfield, t'avais noté ça, qu'il patinait mieux que ce qu'on avait envisagé. Puis moi, j'ai trouvé ça de Hudson hier aussi. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. Puis après ça, c'est une fin de saison. C'est encourageant. On verra. Ouais. On verra qu'est-ce qui va se passer avec les notes. C'est ça, il y a énormément de défenseurs dans les rangs amateurs qui ont beaucoup de succès offensif. Il y en a très, très peu qui sont capables de transposer ça au niveau de la Ligue nationale alors, quand tu as le gabarit pour remplir un autre rôle comme défenseur, il y en a beaucoup qui passent par une crise à leur arrivée dans les rangs professionnels puis qui disent « OK, il faut que je me réinvente comme défenseur. Il faut que je sois capable de tuer des punitions puis d'être bon défensivement puis d'être fiable et de devenir un autre joueur parce que je ne serai pas dominant dans la Ligue nationale. » Lane Hudson, va falloir qu'il soit dominant offensivement. Ça va être son rôle. Et c'est comme Cole Caulfield. Ouais. C'est son trait dominant. C'est ce qu'il y a de dominant dans son jeu. Mais il y a vraiment un quotient intellectuel hockey qui est très, très, très élevé. Oui, c'est ça, parce qu'il ne peut pas vraiment appliquer un autre rôle. Non, tu ne le feras pas tuer des punitions, puis c'est pas le défenseur qui va, avec sa force, repousser des adversaires loin du filet, puis gagner des batailles ardues dans les coins de patinoire et tout ça. Il va jouer autrement, mais je regardais... La semaine dernière, je faisais une recherche sur autre chose, puis je suis tombé sur les statistiques de Jared Spurgeon, qui joue dans la Ligue nationale, je pense, ça fait 14 ans. Ouais. C'est un gars de 166 livres. C'est l'autre, c'est le comparable. Il est plus 106 dans les 10 dernières saisons, là, donc avec son intelligence, est capable de bien se débrouiller défensivement, puis de faire profiter son équipe de ses qualités offensives. Samuel Girard, c'est un autre exemple intéressant. Il y a des gens qui place Quinn Hughes dans cette équation-là, mais Quinn Hughes, il pèse quand même 180 livres, là, c'est pas... Mais Hudson devrait en peser plus éventuellement. C'est ça, il va prendre la maturité physique. Et je me souviens, il y a longtemps, chez le Canadien, quand Peter Svoboda avait été repêché, je pense qu'il pesait 163 livres. Là. Sa première saison, il était vraiment petit. Il a pris de la maturité physique avec les années, mais il était capable de jouer dans la Ligue nationale. Alors, ça ne donne rien de remonter trop loin dans le temps, mais quand même, Lane Hudson, j'ai très, très hâte de voir, mais c'est la suite aussi que j'ai hâte de voir parce que on sait que c'est un espoir de premier plan dans l'organisation. C'est peut-être le meilleur espoir du Canadien là, qui n'avait pas joué dans la Ligue nationale encore, parmi ceux qui restaient. Ouais. Et là, j'ai hâte de voir la suite parce que si tu veux le développer, on a accordé beaucoup de temps de développement aux autres défenseurs qui sont arrivés depuis 2 ans. Mais lui, Hudson, son rôle, c'est d'être corps arrière. Là. On ne va pas le développer en le plaçant sur la 3e paire puis en jouant 15 minutes par match. C'est un gars qui a besoin de toucher à la rondelle tout le temps pour jouer son rôle de corps arrière. C'est un gars qui a besoin d'animer l'avantage numérique. Et là, il y a déjà quelqu'un qui fait ça chez le Canadien. Alors, j'ai hâte de voir les choix que la direction va faire pour dire, bon, mais là... Est-ce qu'on s'engage à fond? L'autre personne, c'est Mike Matheson. Exact. C'est un sujet qu'on a effleuré, peut-être. L'a-t-on fait pendant que ça enregistrait ou enfin, on se disait il n'y a pas si longtemps que Matheson a certainement n'a jamais eu autant de valeur là, en tant que joueur. Il y a peut-être là un coup à jouer pour Kent Hughes. Mais avant ça, parce que je me posais la question hier, pourquoi pas à Laval? On a parlé un peu de ça. On parlait de Reinbacher aussi. Ah, c'est très pourquoi possible. Pas ces deux-là à Laval? Pourquoi? Lesquels deux? Hudson je sais pas, Hudson, Reinbacher. Parce que là, ça va être un sujet qui va nous animer, ça, l'hyper-congestion qu'il y a en défense. Mais s'il est capable de jouer dans la Ligue nationale et qu'il est meilleur
que certains des défenseurs qui sont là dans la Ligue nationale, pourquoi ils ne joueraient pas dans la Ligue nationale? Eh bien, il faudrait que ce soit ça. Non, exactement. Mais si c'est pas le cas, ou si... parce que on parle de... Tu parles de son profil. Mais s'il n'est pas meilleur que Matheson en ce moment, mettons, il n'y a rien de mal. Mais en même temps, je me posais la question en me disant, c'est ça, si il est de ce niveau-là, je parle niveau LNH, ben c'est un peu... C'est ça. Qu'est-ce que ça donne de l'envoyer dans la Ligue américaine? C'est la question qu'ils vont se poser pendant tout le camp d'entraînement. Et puis, tu sais, la congestion en défense va peut-être se résorber un peu d'elle-même d'ici là aussi. Si on peut faire des projections. Les joueurs vont prendre leur retraite, mettons? Non. Jordan Harris va dire, moi, je retourne à l'école. Il peut y avoir des échanges. Il pourrait y avoir... C'est pas tout à fait se résorber par soi-même, ça. Il faudrait que quelqu'un... pose un geste. J'ai-tu par soi-même? Je pense. Ouais. Se résorber par les bons soins des dirigeants. Disons. Se résorber parce que quelqu'un s'en est occupé. Probablement que résorber n'est pas le bon terme. Exact. Quelqu'un va s'en occuper. Ça se résorbera pas, finalement. Ça se résorbera pas, mais ça pourrait évoluer. Et donc, on peut bien faire des projections, mais ce serait étonnant quand même que tous ces défenseurs-là soient au camp. Je serais surpris qu'ils soient tous là. Il n'y a plus rien qui me surprend. Ben, je serais un peu surpris. J'ai hâte de voir, d'entendre Kent Hughes, là, d'ailleurs, un peu à ce sujet-là. Demain, mercredi matin, ça va être l'heure du bilan pour le Canadien, puis la direction va sûrement être questionnée un peu là-dessus. Alors, il pourrait y avoir ça, en partie le fait qu'ils ne seront pas tous de retour. Puis après ça, tu te dis pourquoi pas la Ligue américaine? Moi, je pense que Reinbacker a des bonnes chances de commencer dans la Ligue américaine. Là. On suppute, on est loin encore, mais ça pourrait très bien arriver. Puis Hudson aussi, peut-être, là, pendant un bout de temps, pour dire, regarde, obtient les minutes de premier défenseur à Laval, et puis beaucoup en avantage numérique, joue 1 mois, 2 mois là-bas, puis après ça, on verra, tu sais, mais... effectivement, s'il est meilleur que d'autres joueurs dans ce rôle-là, pourquoi ne commencerait-il pas dans la Ligue nationale? Je pense que c'est possible aussi. Parce que le CH ne sera pas... Puis je m'avance parce qu'on n'a pas entendu Jose Gorton encore, mais le CH ne sera pas en mode... Ils vont être en transition dans leur reconstruction. Ça va peut-être être la phase 2, là, si on peut dire. Mais on ne sera pas encore en mode, là, ce sont les séries. Ça sera pas ça. Ça va être là, on aimerait ça. Les faire. Oui. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux que ce qu'on a vu. Mais c'est pas. Non, mais. Ce sera pas on est rendu là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que peut-être que la primauté va encore être donnée au développement. Penses-tu, Martin, que tous ces défenseurs-là vont être au camp l'an prochain? Non, on en a. Il y en a 50, là. Ouais. C'est pas. Écoute. C'est pas de plan, le vestiaire. Harris, Hudson, Barron, Struble, Goulet, oui, Jacky, Kovacevic sera peut-être plus là. Mailloux. Honnêtement, c'est Reinbacker, on est rendu à 9 là. Ouais. On n'a pas parlé des vétérans et tout, donc c'est non. D'accord. Quelque chose doit donner, comme on dit en anglais. Oui. Moi, je vais y aller d'une fine analyse à propos de Hudson. Oui, vas-y. J'ai pas trouvé qu'il avait l'air si petit. Voilà. Ben, non, mais je le regardais, j'ai pas trouvé que. Tu sais, il mesure 5 pieds 10. Tu sais, je veux dire, il a l'air. Il est léger. C'est ça, exactement. Mais très léger. Quand tu le vois pas d'équipement. J'ai pas vu que c'était tant. Ouais, non, c'est ça. Mais là, moi, je l'ai vu avec son équipement. Ouais. Ça aide. Non, mais j'ai pas trouvé ça flagrant, là, parce que c'était le sujet. Là, il est petit. C'est pas grand, 5 pieds 10 pour un défenseur. Non, je veux bien, là. Mais tu sais, j'ai pas trouvé qu'il avait l'air. J'ai pas trouvé que ça paraissait tant que ça. C'est le poids qui va être. Oui, c'est ça. Mais comme disaient les gens au restaurant, quand il y a nourrissez-le. Faites-le manger. Bon sang, nourrissez-le. OK, faisons une transition avec quelqu'un qui, lui, est bien nourri. C'est Logan Mailloux. Nourri. Oui. Il en a mangé des pâtes. Qui fera ses débuts ce soir. C'est le dernier match de la saison ce soir. Puis ça recoupe un peu ce sujet là, de cette brigade défensive qui déborde de talent, visiblement. Pourquoi là? Pourquoi ce soir? Pourquoi? Je sais pas. C'est un nanan. Écoute, il a connu une saison exceptionnelle. Il connaît. La saison n'est pas tout à fait terminée, mais il est rendu à quoi? 47 points en 70 matchs et troisième meilleur défenseur offensif de la Ligue. Et ceux qui sont devant lui ont 27 ans et 36 ans, je pense. Et 30... Chose comme ça. Alors, tu sais, il a célébré son 21e anniversaire hier, Logan Mailloux. À un moment donné, il faut être cohérent aussi. Là, on accueille Lane Hudson, on lui donne deux matchs dans la Ligue nationale. Le Mailloux a été
très, très bon. Ça a beaucoup progressé à Laval. Il faut aussi, je pense, reconnaître ça comme organisation. Puis, il y a des besoins. Là. Il faut que le Canadien regarde le personnel en place. Les défenseurs droitiers, tu as Justin Barron, Kovacevic, David Savard, puis tu as Reinbacher qui est dans l'antichambre. Et Mailloux a des atouts qu'aucun de ces défenseurs-là a, à mon avis. Barron. Reinbacher, peut-être. Oui, mais oui. Mailloux est peut-être plus robuste ou plus... Il est un peu plus costaud, puis il est plus porté vers l'attaque, mais je veux dire, ils ont certains atouts comparables au niveau du gabarit, du coup de patin. Il y a des choses qui se la palette à droite. Mailloux, c'est un gars qui a beaucoup de touches durant un match, qui touche beaucoup à la rondelle, qui a parfois l'air nonchalant, mais qui a une vision offensive quand même intéressante, qui est capable de jouer de façon robuste aussi, de brasser la cabane. Ouais, il est méchant. Il y a eu quoi, 89 minutes de punition. Ouais. Je l'ai vu en série l'année dernière contre Owen Beck, là, puis il se pognait avec le placier. Là. OK. C'est bon. Non, il était partout. Est-ce que le placier faisait son travail correctement? Ou... Non, mais il s'est réellement pogné avec quelqu'un de l'autre bord de la vitre. Après, ça a été chicané avec tout le monde dans la... J'aime ça. À l'intérieur de la vitre. C'était le 5e match de la finale. Il avait joué plus de 30 minutes selon... le fils de Dale Hunter, dont j'ai oublié le prénom, Dylan Hunter, qui est l'entraîneur de défenseurs chez les Knights. Et littéralement, il s'engueulait avec tout le monde. En fin de match, les Knights perdaient par un but. Ça allait faire, je pense que c'est le 4e match, je pense que ça allait faire 3-1. En tout cas, bref, pour Peterborough. Mais j'ai vu le feu. J'ai vu le feu ce soir-là. En Logan Mailloux. Non, ça, c'est de la musique à mes oreilles. Parce que ça manque un peu, ça manque un petit peu chez le Canadien. Puis Jacky ne peut pas être le seul à imposer le respect. Là. Alors, c'est ça. Ce n'est que, je pense, que justice que Mailloux dispute un match. Puis il va falloir, je pense, le considérer sérieusement pour un poste la saison prochaine. On reconstruit ou on reconstruit pas. Là. À un moment donné, tu peux pas mettre les... T'es déjà engagé dans 3 ans de reconstruction. Il arrive des bons espoirs. Il faut que tu continues à les inclure dans l'alignement jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu aies une formation suffisamment performante pour dire, OK, là, on est capable de faire un bon chemin. Puis... on y va avec ceux qui nous donnent les meilleures chances de gagner, là, à la vie, à la mort, et ceux qui ont du métier. Ça pourrait être Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. C'était vraiment mauvais, cet homme-là. Moi, j'ai bien aimé ça. Non, c'est bon. C'est nos collègues qui ont fait ça. Ben oui, les gars s'amusent. Crémer puis Jack. T'as pas reconnu la voix, Martin? Ben oui, j'ai reconnu la voix. Oui? Ben oui. C'est Simon. Est-ce qu'on entend Simon? Ben oui, on entend Simon. Mais Simon Crémer, le collègue. Simon Crémer, le collègue. Pas Simon Leclerc. Le fils de Martin. Non, Simon Crémer. Parce que c'est ton fils. Mon fils est là. Ton fils qui est là. Hein? Ben, viens-t'en, Simon! Non, il est pas là physiquement. Pas vrai? Mais... Mon fils c'est Jacques-Alexis qui a organisé ça. OK. Qui est dans le thème, Jacques-Alexis? Parce que c'est ça, on a reconnu le Crémer. On a reconnu le Crémer. Mais je pense qu'il a remixé ça. Simon Leclerc a remixé Simon Crémer. OK. Voilà. Fait que c'est comme ton cadeau. C'est ça. Simon, mon fils. Oui. Il est un très bon DJ, là, faire des mix et tout ça. Il joue dans des boîtes branchées. C'est excellent, pour vrai. Moi, j'adorais ça. Oui, absolument. C'est ton cadeau de départ parce que c'est ton dernier épisode, c'est fini. OK, parfait, c'est bon. De retraite, sais-tu? Écoute, cela dit, je suis impressionné de voir la créativité dont on fait preuve avec les thèmes de questions publiques. Écoute, honnêtement, on a passé à une autre étape. Un autre niveau, là. Ouais. Parce qu'il faut savoir, c'est que les réponses du public, ça nous intéresse pas vraiment. Mais les thèmes... Mais non!
Qui aime bien, châtie bien. C'est comme ma blague sur ton apparence tout à l'heure. Mon poids, Je ferais pas ça avec vous, amateurs, avec qui tu partisans ferais et pas cette partisanes. blague-là, mettons? Ben, avec quelqu'un qui est un peu plus en surpoids. c'était une blague. Avec moi, genre. Je ferais pas cette blague-là Avec Jack? à moi-même. Là, tu vois, regarde, Ben non, t'avais pas c'est besoin vrai. de... Je l'ai complimenté ce matin sur Sur son apparence. physique. Qui est- Et je pense qu'il a repris l'entraînement. C'était quoi la Pareil. question du public? Là? Devine, t'as deux chances. Devine qui ça concernait. Alors, on vous demandait, à vous tous et à vous toutes, dont nous chérissons le partage via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport. À son apogée, Lane Hudson sera, alors sur le book, Dan qui dit « Peut-on laisser commencer une game avant de parler d'apogée? » Non, on peut pas! Sur Facebook. Toujours sur Facebook. Alain, plus grand. Ça, il y en a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ça, Plus grand, ouais. plus J'ai vu gros. ça, C'est Twitter. très bon. Steve, toujours sur Facebook. J'espère qu'il va fermer le clapet de plusieurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui doutent? Ils sont pas très visibles, en tout cas. Non. C'est ça. Je pense que la plupart des gens sont emballés. Mais enfin, puis hier, ça n'a rien fait pour changer cette ambiance-là. Toujours sur Facebook, Martin, peut-être le quart arrière en avantage numérique tant espéré depuis Markov, mais ordinaire à 5 contre 5. Parce que tu disais, ça va être ça son rôle, il va falloir qu'il Mais il soit faudra bon. pas qu'il soit ordinaire mais il y à en a 55. des spécialistes de l'avantage numérique qui jouent peu, donc qui jouent juste sur l'avantage numérique. Oui, mais s'il devient une espèce de Tyson Barry, là, Ouais. est-ce que c'est suffisant? Non. Non? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est suffisant? Non, Je parce sais qu'à pas. ce moment-là, Je sais pas, Mailloux moi. peut probablement faire le travail ou un autre. Madison. On l'a déjà. Mais c'est important de la faire circuler, la rondelle à 5 contre 5 aussi. Là. Il faut que tu sois capable de bien sortir de ton territoire, d'avoir des relances rapides. Et le défenseur offensif a un rôle important là-dedans. C'est pour ça que toutes les équipes cherchent ce qu'ils appellent un puck moving defenseman. Et le corps arrière, c'est pas juste en avantage numérique que tu le vois. Il mène le jeu quand il est là à 5 contre 5 aussi. Mais il va être capable de jouer à 5 contre 5. Là. Faut pas... En désavantage... Non, mais même là, avec de la mobilité, tout ça... Maintenant, est-ce que c'est vraiment de la force? Est-ce qu'on voit mais vraiment... ça va être difficile de tasser un gars devant le filet, par exemple. Oui, mais c'est ça, à 4 contre 5, est-ce qu'on voit encore des défenseurs qui distribuent du Sherwood? C'est du positionnement, c'est de placer le bon bâton, le bâton au bon endroit, de bloquer les tirs et tout ça. Je pense pas que ça va être son rôle, mais à 5 contre 5, il va être capable de jouer. Un PMD, un puck moving defenseman. Voilà. Je brûlais d'envie de dire ça. Sur Facebook, toujours, un défenseur de deuxième paire. Ça, c'est très précis. Que sera-t-il? Écoutez bien ça. Ma dit un défenseur de deuxième paire, première vague d'avantage numérique, production de 60 points. C'est très bon. C'est assez précis. Possible. Sur le Twitter, une version CH de Samuel Girard. Ça, c'est Marc-André qui propose. Toujours sur Twitter, Simon, premier défenseur du Canadien, 28 minutes par match à la gauche de David Reinbacher. Ce sera exceptionnel si c'est le cas, parce qu'il va être dans la catégorie des Adam Fox et des Quinn Hughes. Là. Oui. Une star, dit Daniel sur Twitter. J'ai vu beaucoup de Victor Mété. Ouais. Ce qui est assez négatif. Je pense pas que ce soit un compliment. Non. Qu'est-ce qui se passe avec Victor? Il joue dans la Ligue américaine avec les High Valley. OK. Qui est le club école des Flyers de Philadelphie. Ouais. Non, c'est ça. Mais je peux, enfin... Tu sais, Victor, à sa défense, il a été un peu... Parachuté. Ben, c'était le partenaire haché. Enfin, ça prenait un partenaire. Parce que David Schlemko n'était pas en mesure de jouer avec Shea. Bon, peut-être un petit mot sur le match. Enfin, tu disais, Martin, tout à l'heure, le Canadien qui a de l'opposition moi, de qualité. Je trouve ça décevant quand même parce que on n'arrête pas de nous bassiner avec justement ces matchs-là importants et ces répétitions. Ouais. Pardon, je pense que j'ai fait tomber quelque chose. Ça, j'ai cassé le... C'est correct. Vous m'entendez dites, répondez-moi si vous m'entendez encore. On t'entend trop. Oui, on m'entend trop, me dit le producteur. Mais prends une petite gorgée d'eau. Je vais prendre une petite gorgée, mais avant, je vais dire qu'on nous bassine énormément avec l'importance de ces matchs de fin de saison-là, cet élan
qu'on veut se donner avant l'été pour mieux entamer la saison du bon pied l'année prochaine. Et puis la valeur de ces matchs serrés, ces répétitions qu'on ne peut pas acheter si je prends la langue de Martin Saint-Louis. Et on en avait parlé avec Martin il y a quelques semaines. Peut-être qu'il faut moins accorder d'importance aux duels contre le Lightning et contre les Panthers pour des raisons évidentes, là. Qui sont peut-être un peu au-dessus de leurs affaires, pour résumer ça simplement, lorsqu'ils affrontent le Canadien à ce stade-ci de l'année. Et plus à des matchs comme celui contre les Red Wings de lundi soir. Philadelphie, exactement. Les Islanders. Puis même à la limite, Ottawa, c'était leur dernier match c'était leur dernier match de saison régulière à Ottawa devant leurs partisans. Ça faisait 8 matchs de suite qu'ils n'avaient pas gagné contre les Sénateurs. Je pense que c'est peut-être la plus grande rivalité, je le mets entre guillemets en ce moment, parce que le Canadien est tellement loin des Bruins et des Leafs qu'on ne parle pas de la même chose, mais il y a une vraie animosité entre Ottawa et Montréal. Donc, il devrait y avoir cet instinct de compétitivité-là. Et même si, dans ces 4 matchs-là qu'on vient d'évoquer, le Philadelphie, New York, Détroit et Ottawa, la fiche est de 1-0-3, donc ils ont 5 points sur une possibilité de 4. Ils ont quand même perdu 3 matchs sur 4. Et la valeur de ces matchs serrés-là ne semble pas... On ne semble pas apprendre tant que ça d'une rencontre à l'autre. Et hier, tu mènes 4-1. C'est ce qu'il y a de plus proche d'un match en jeu pour toi. Tu es en fin de saison. Lane Hudson débarque. Tu as l'occasion de sortir un rival de la course aux séries. Qui, clairement... Une équipe qui est supposée d'être dans le même ventre mou. Là, exactement. Puis qui a amorcé sa reconstruction un peu avant, mais... qui fait partie de ce groupe-là de la division Atlantique qui est supposé de s'élever à peu près en même temps que toi. Tu es supposé de vouloir les sortir. Là. Et les Wings sont clairement nerveux, commencent mal. Il y a quelques cadeaux là-dedans. L'équipe prend l'avance 4-1. Puis à partir du moment où, c'est sûr que les Wings étaient en mode... panique, là, si on veut, particulièrement en troisième période. Puis c'est vrai qu'il n'y a plus de système de jeu qui tenait. Là. On était vraiment... On prenait des chances, puis on fonçait à l'attaque, puis c'est normal. On perdait par 3 buts en fin de deuxième. De protéger. C'est ça. Il restait... C'était all-in. Là. C'était vraiment le moment pour ça. Alors, c'est peut-être plus dur à défendre dans ce contexte-là, mais on a senti les joueurs du Canadien complètement dépassés. Là. Ça tournait dans leur zone. C'était épouvantable. Puis t'es encore là à jouer homme à homme, à courir, les défenseurs qui tournent, qui se ramassent à la ligne bleue offensive, à la ligne bleue proche de la sortie de la zone, ça tourne. Dès que tu t'installes dès que l'autre équipe, l'adversaire s'installe un peu, commence à faire de la circulation de rondelles, ce qu'on appelle du cycling. Ça finit plus. Là, c'est pas long là, que tu peux créer de la confusion. Là. Puis une fois qu'il y en a un ou deux de confus, c'est terminé. Ça part dans toutes les directions. Puis tu sais, quand tu te mets à faire de la circulation de rondelles autour de la zone, t'as pas le droit de faire des obstructions planifiées, mais il y en a là, des espèces de mini-pics comme au basketball. Tu sais, le joueur qui est juste placé dans la trajectoire du défendeur qui poursuit, qui pourchasse le porteur de la rondelle. Puis là, son collègue au porteur de la rondelle est juste bien placé pour... Pendant une fraction de seconde, il est dans le chemin. Alors... Tu joues du homme à homme, là, tu dois dévier un peu de la trajectoire. Tu viens de perdre ton gars, puis ça fait en sorte que la structure... le chaos. C'est le chaos et la structure se flétrit très rapidement. Se désintègre. On a vu ça beaucoup hier, des très longues présences en troisième période, d'1 minute et demie, 2 minutes, 2 minutes et demie. On a vu ça toute la saison. Toute la saison, puis hier, c'était vraiment marqué. Et c'est une déception là, de perdre un match comme celui-là. C'est autant une déception que ça puisse être selon le point où tu en es rendu dans ta saison. Comme c'en était une de perdre contre les Highlanders. Et dans ces matchs-là, ils se sont fait dominer au niveau de la possession de la rondelle là, complètement. Là. Contre Ottawa, c'est plus l'avantage numérique qui leur a fait mal, mais l'avantage numérique des Sens, je veux dire, mais très souvent, ils ont été dépassés dans ces circonstances-là, alors qu'il faudrait qu'ils soient compétitifs. Puis comme je le disais, Martin Saint-Louis parle beaucoup de la valeur de ces matchs serrés-là, mais l'année dernière, là, dans les matchs décidés par un but, c'est 17 victoires, 14 défaites pour le Canadien. J'ai inclus les défaites en surtemps. Là. 17 victoires, 14 défaites. 17, 8, 6. C'est pas mal. Cette année, 17 victoires, là, t'en ajoutes une, 26 défaites. Non, 17, 11, 15. Ça reste que t'en as gagné juste
17 sur 43. Ouais. Il y en Alors, a plus. Il y a plus de matchs qui sont décidés par un écart d'un but. Il n'en a pas gagné plus. Mais t'en as pas gagné. C'est ça. Tous ces matchs beaucoup de plus de là, tentatives. t'es perdus. En beaucoup plus de tentatives. Alors, on pourrait faire des comparaisons. L'année d'avant, est-ce qu'il en avait joué plus ou moins ou entre les deux? Je pense Mais au-delà pas. de ça, là, je pense que c'est un peu de la poudre aux yeux. Au-delà de ça, et ça va être la question... j'espère que c'est une question qui va être abordée. Là, je dis ça, c'est facile pour moi parce que je vais être... je serai pas sur jamais place. là. Je serai pas sur place. Mais ça va falloir qu'on... Là, va falloir qu'on se pose cette question-là. Laquelle? De l'efficacité ou de l'inefficacité des cas du système ou des concepts mis en place. C'est un sujet qu'on a effleuré à l'occasion cette année. Mais Martin, tu dis que ça a été comme c'est vrai que ça a été comme ça toute l'année. Ça marche pas fort. Là, ils ont eu beaucoup de temps pour installer ça. Là. Ça fait une saison. Là. Quand Martin a été nommé, son poste, ils ont dit on va installer nos concepts, on va travailler sur nos concepts. Mais moi ce qui me fait peur là-dedans, c'est que c'est une base. C'est la base sur laquelle tu peux bâtir une équipe. C'est vraiment, là, on va prendre un terme de construction, mais c'est le solage de la qualité de ton jeu défensif. Puis si c'est pas là, tu vas courir après ta queue pendant des années, des années, des années. Et cette équipe-là est mauvaise défensivement, mauvaise en désavantage numérique. Les joueurs ont constamment l'air perdus dans leur territoire et j'ai pas vu cette saison d'amélioration de ce côté-là. Et hier encore, dans des situations critiques, Alex parlait de l'importance de remporter ces matchs-là. Moi, j'ai sursauté de voir que quand les Red Wings ont retiré leur gardien, quand on est arrivé dans le moment du match qui chauffait, là, que le meilleur défenseur défensif du Canadien, David Savard, n'a pas touché à la glace durant cette séquence-là. Et je me disais, si le Canadien jouait dans un match où préserver cette avance-là décidait si le Canadien allait participer aux séries ou pas, est-ce que Savard serait sur la glace? J'ose croire que oui, mais si on ose croire que oui, pourquoi il n'était pas là sur la glace dans les derniers instants contre les Red Wings? Puis, première présence en prolongation. Jake Evans avec Josh Anderson. Beaucoup de respect pour ces deux joueurs-là, mais même question. Si aller chercher ce point-là faisait la différence pour le Canadien entre participer aux séries ou pas, est-ce que c'est Jake Evans et Josh Anderson qui auraient entrepris cette période-là? Donc, est-ce que, en bout de ligne, l'équipe est mauvaise défensivement. C'est pas trop grave si on... En bout de ligne. Non, mais c'est pas en résumé. C'est pas trop grave si on perd ou pas, ou si on apprend quelque chose ou pas. Et je suis pas sûr qu'on va repartir avec des meilleures bases. Des essais, des indicateurs fiables la saison prochaine en disant on bâtit à partir... Tu peux pas lever l'interrupteur et dire OK, les gars, là, on se met à bien jouer défensivement cette année. Là, on va bien jouer. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Surtout que Evans n'est pas meilleur dans le cercle des mises au jeu que Suzuki. Là. Ouais. Ils ont le même pourcentage. Donc, c'est pas comme quand Claude Dominique Ducharme commençait toujours sa prolongation avec Philippe Danault puis Paul Byron. Là. Mais la semaine dernière, c'était Dvorak, son deuxième match après une longue absence avec Suzuki. Ouais. Mais c'est ton centre numéro 1, Suzuki et Martin. Je pense que c'était pour la mise au jeu. Écoute, si tu n'as pas confiance à ton centre numéro 1 pour prendre une mise au jeu au centre de la patinoire, écoute, puis... peut-être dans l'éventualité où il est chassé ou je sais pas, ou un truc du genre, tu vas avoir un deuxième en même temps. Au centre. Ouais. Mais pour les questions de casting, on peut toujours se dire que Saint-Louis a non seulement le luxe et peut-être l'audace de faire des tests. Parce que tu dis Savard n'était pas là en fin de match, mais n'ai-je pas vu Lane Hudson, justement, dans des situations corsées? En prolongation, oui. Et je me disais, évidemment que si tu veux gagner ce match-là, t'envoies pas le à 3 contre 3, oui. À 3 contre 3, tu le fais jouer. C'est son pain, son beurre. On l'a vu en fin de match aussi. Là. Et je me disais, Saint-Louis en profite. C'est pas grave, c'est pas important. Puis c'est une occasion pour Hudson d'apprendre. Mais c'est vrai que pour les autres questions, puis moi, c'est quelque chose dont je parle pratiquement depuis que Saint-Louis est là. Je suis étonné qu'il ne se soit pas adjoint quelqu'un
d'autres. Et quand... non, mais juste quelqu'un de... Je sais pas, d'autres. quelqu'un... Et quand il s'est absenté, tu disais, Martin, que Trevor Letowski, dans le fond, c'est un entraîneur d'expérience. Tu disais, oui. plus d'expérience. Puis, et je réfléchissais à ça hier en regardant le match. Puis je me disais, bon, mais c'est vrai. Ils ont peut-être pas besoin d'un autre adjoint, ou enfin, je sais pas. Mais on parlait plus d'un mentor. Ouais, mais il faut certainement là, remettre ces affaires-là. J'entends la façon dont ils s'organisent là, en question, parce que je pense que ça fait partie... Je sais pas s'il faut le remettre en question dès maintenant. Je pense que si... pourquoi pas? Mais si on dresse les mêmes constats... Parce qu'il coach pour développer. Ouais, c'est ça, mais là... Alors, si on tire les mêmes conclusions, on dresse les mêmes constats l'année prochaine, par exemple, alors que le Canadien, en espérant qu'il se batte pour une place aux séries, si on dit les mêmes choses, à ce moment-là, ça va peut-être être plus impératif de souligner qu'il manque peut-être un peu d'expérience derrière ce banc-là. Ou du moins... De réactivité. Là, si ça marche pas... De quoi? De réactivité. Ah oui, OK, excuse-moi, oui. Là, comme dans le sens de réaction, oui. Parce que si ça fonctionne pas, il faut... Ça fait longtemps qu'on n'a pas cité Einstein. Hein, ouais. que c'est pas lui, que c'est même pas sa citation. On n'a pas cité pas Einstein. Moi, ça fait longtemps que ma patience est un peu... Puis t'as chroniqué sur la patience. Martin, mais qu'est-ce que tu allais dire? Non, la discussion qu'on a là va exactement ça, je pense, dans le sens de sur quoi je réfléchissais à mon dernier texte. C'est qu'à un moment donné, c'est beau d'ajouter des talents individuels, puis de dire, on a tellement beaucoup de choix de repêchage à chaque année, à un moment donné, il en sort tout le temps. Puis c'est une des meilleures périodes, peut-être la meilleure période de l'histoire chez le Canadien, pour le nombre de premiers choix successifs qui vont arriver avec cette équipe-là, qui vont avoir des rôles importants dans l'équipe. Mais à un moment donné, il faut organiser tout ça. Il faut qu'il y ait une espèce de Big Bang là, qui dise, OK, là, on va organiser ça, puis on prend une trajectoire ascendante. Puis tu parlais des assistants de Martin Saint-Louis. Je pense pas qu'on soit placé pour dire vous devez congédier tel adjoint ou pas, puis on n'est pas là, puis il y a trop de choses qui nous échappent. Mais même dans les organisations gagnantes, je me souviens, il y a quelques années, le Lightning de Tampa Bay a remercié tous les adjoints de John Cooper, là, puis on a changé ça en disant là, ça prend du renouveau, ça prend une nouvelle énergie, ça prend des gens qui vont défier ou l'entraîneur en chef le remettre en question sur d'autres bases, etc. Et c'était une organisation qui était près du sommet. Là. Alors, je pense qu'il n'y a aucune pierre qui doit ne pas être retournée. Mais c'est ça, il faut qu'il se passe quelque chose. Si on répète la même chose année après année, on va arriver avec les mêmes résultats année après année. Là. Et à date, il y a une constante. Cette équipe-là est très mauvaise défensivement. Et dans l'histoire du hockey, il y a une constante, c'est qu'il faut que tu sois potable défensivement pour progresser. Alors, sur une échelle de 1 à 10, ta patience, Alex? 10 étant, ma patience est intacte. Est intacte, oui. Inébranlable. Inébranlable. Je suis pas obligé de répondre à un chiffre. Non, je ne répondrai pas à ça. Je répondrai pas à ça. Je pense que ça va beaucoup être déterminé par ce qui va se passer cet été. Ouais. C'est ce qui va dicter. Tu me poseras la même question au camp d'entraînement, puis tu vois, ça se peut que j'aille un chiffre pour toi. 331 est déjà tout écrit. C'est pas beau, ça? C'est de toute beauté. Un petit mot quand même sur ce qui se passe à l'extérieur. Il y a des enjeux là, super importants pour la course dans l'Est ce soir. Je vous propose d'en reparler quand ça sera fait parce que on a quand même beaucoup jasé jusqu'à maintenant. À moins que quelqu'un veuille ajouter quelque chose là, sur le sort des Pingouins ou je ne sais trop. Quelqu'un veuille ajouter quelque chose. Mais, vas-y, c'est toi, quelqu'un? Non, c'est pas nécessaire. Mais Alex t'a écrit sur la course au trophée Hart. On peut peut-être se servir de ça pour aller ailleurs. Ouais, c'est quand même une course excessivement serrée, comme on n'en a pas vu depuis des années. Ouais? Puis là, c'est pas moi qui vote cette année. Comment ça fonctionne, ça?
En fait, Comment c'est pas toi qui votes? Tu votes? parce qu'on a un vote pour Radio-Canada. Ah, OK. C'est bien important. Tu as donné à Godino, lui, qui est bien important pour C'est bien important pour lui. Fait que je fais des blagues. Mais je sais qu'il aime ça. Alors, j'ai dit, regarde, moi, je ferai l'année prochaine. Puis de toute façon, c'est trop compliqué. Cette année, c'est pas facile. Alors, ça me dérange pas. C'est lui qui a gagné le duel. En fait, on a fait le duel au fleuret. C'est lui qui l'a emporté. Alors, il va voter. Mais donc, il y a plusieurs... le Trophée Hart, c'est déterminé par les votes des journalistes de l'association professionnelle, la Professional Hockey Writers Association, puis HWA. Et c'est remis au joueur le plus utile à son équipe. Oui, c'est le MVP. Voilà. Alors, tu sais, c'est pas mal le trophée le plus prestigieux, je pense. C'est pas qu'on est obligé d'expliquer. Puis la Coupe Stanley, c'est quoi, ça? C'est Connor McDavid qui va le gagner. Bon, c'est réglé. Pas vrai? Ouais. Prochain sujet. Ben, écoute, c'est intéressant, mais il y a certainement des arguments, mais il y a tellement de gars qui ont des arguments en ce moment, je trouve. Tu sais, Hellebuck, qui va probablement remporter le trophée Vézina, est vraiment dans une classe. Connor Hellebuck, le gardien des Jets, est vraiment dans une classe à part cette année. Il y a des chiffres qui se comparent beaucoup plus à ceux, par exemple, des Dominique Hasek et Martin Brodeur du début des années 2000 que des gardiens actuels là, qui ont forcément des moyennes revues à la hausse, des taux d'efficacité moins élevés, tout ça. Il a sauvé 32 buts à lui seul à son équipe à 5 contre 5. Le deuxième dans la Ligue est à 20. Ça donne une assez bonne idée. Il ne sera même pas considéré. Quinn Hughes connaît une saison exceptionnelle, 91 points, plus 39. Lui non plus ne fera pas partie de la course. Même Artemi Panarin, je pense, ne sera pas là avec une saison de 120 points, 49 buts. Pasternak non plus a pris sur ses épaules les Bruins de Boston après les retraites de Krejci puis Bergeron. On se souvient même plus de leur prénom là-bas, pratiquement, à ces deux-là. David Bergeron, je pense. C'est ça. Et Patrice Krejci. Mais Pasternak, donc, ne fera même pas partie de la course parce qu'il y a tellement de bonnes candidatures. McDavid, McKinnon, Matthews, Kucherov sont les 4 principaux, selon moi. Puis on pourrait ajouter Crosby. Crosby ne le gagnera pas. J'ai l'impression qu'il va recevoir, si les Pingouins se qualifient, ce qui est moins probable maintenant, là. Si les Pingouins se qualifient, j'ai l'impression qu'il va recevoir des votes sentimentaux, de nostalgiques. C'était mieux, mais c'était mieux dans le temps. J'aurais probablement mis 3e, moi, sur mon ballot. Ouais, on n'aurait pas dû le donner, sur mon parce bulletin. que tu n'arrêtes pas d'en parler depuis qu'on a commencé. Mais c'est parce que c'est toi qui j'avais un vote, je l'ai donné. Si je l'avais, je ferais ça. Si on en revient, souvent, c'est donné à celui qui a le plus de points ou le deuxième. Ou, il y a déjà le Hart Ross pour ça, là, pour le champion compteur. Mais tu sais, la question essentielle dans le titre de joueur le plus utile, je pense, c'est où en serait telle équipe sans ce joueur-là. Où en seraient les Penguins de Pittsburgh cette année sans Sidney Crosby? Je pense que c'est tout dire. Là. Il les a portés toute la saison. Il serait même pas proche d'une place en séries éliminatoires. Après l'échange de Jake Gensel, Crosby semblait démoli. Son équipe aussi, on était sûr que les Penguins étaient morts et enterrés. Il est 4e meilleur pointeur de la Ligue depuis ce temps-là, avec les McKinnon de ce monde et compagnie. Les jeunes. Avec les kids, exact. Alors, il y a Kucherov aussi là-dedans qui a 30 ans, mais quand même, lui, il va avoir 37. Ouais. Là. Donc, c'est vraiment une saison exceptionnelle, mais il ne sera pas là. Puis, bref, j'ai écrit un texte là-dessus sur Radio-Canada Sport pour ceux que ça intéresse, là, où je détaille un peu la candidature de chacun. Mais je regardais ça, puis honnêtement, puis là, je peux en parler ouvertement parce que c'est pas moi qui vote cette année, je vous l'ai dit. On va mettre ça au clair, là. C'est Godino. Même si tu votais, tu pourrais en parler ouvertement. C'est vrai, c'est pas un secret. C'est pas comme les élections. Le budget fédéral. C'est pas un huis clos. C'est pas un huis clos. Ouais. Mais j'aurais beaucoup de difficultés à écarter Austin Matthews, qui marque son 70e but ou pas, là, il va sûrement le faire. Il reste deux matchs pour le faire. 70 buts, ça s'est pas vu depuis 31 ans. Il y a 14 saisons seulement de 70 buts et plus dans l'histoire de la Ligue. C'est excessivement impressionnant. Il a fait ça. Il y a beaucoup de buts à 5 contre 5. C'est le meneur à 5 contre 5 pour les buts aussi. Donc, c'est pas juste une question d'avantage numérique. Et il pourrait aussi gagner le trophée Selke cette année. Ouais. Il a remis au meilleur attaquant défensif. Il y a le meilleur différentiel parmi les attaquants. Bon, statistique imparfaite, mais quand même, meilleur différentiel à plus 35. Quand on est dans les extrêmes, là, c'est généralement parce que vous faites quelque chose de bien. Il a soutiré la rondelle 84 fois à l'adversaire. Des takeaways, là.
voler la rondelle à l'adversaire, ce dont Armia ce dans quoi Armia est si bon. Là. Une ancienne spécialité de Pavel Datsyuk. Oui, tout à fait. Ouais, lui est C'est lui qui a exceptionnel. inventé Et le il gagnait le Selkie, d'ailleurs, abondamment. Je pense qu'il l'a gagné 3 fois. Mais Matthews est le 2e de la Ligue. 84 fois l'adversaire là-dessus. Meilleur différentiel, je le disais, parmi les attaquants. 3e pour les tirs bloqués parmi les attaquants encore. Ça fait plusieurs années. Là. Puis on retrouve, c'est rare les super vedettes qui bloquent on les tirs retrouve, comme ça. Les autres, c'est Barclay Goodrow puis Beck Malenstein. Là. C'est pas Nathan McKinnon puis Artemi Panarin. Là. Donc, Malenstein, ah ouais? Ouais. La seule... Je sais pas où il joue. Le seul élément qui heurte sa candidature pour le Selkie, c'est qu'il joue peu en désavantage numérique, là, juste 45 secondes en moyenne par match. Mais là, on parle du Hart. Quand tu as autant d'impact défensivement sur ton équipe, puis que tu es aussi bon offensivement, puis que tu vas marquer 70 buts, puis qu'en termes de points primaires, là, c'est-à-dire première passe ou but, tu es là avec le tout meilleur qui est Nathan McKinnon. C'est une candidature. Très difficile à écarter. Mais après ça, McDavid McDavid est devenu hier... je pense que c'est Nathan McKinnon qui va gagner. Hier, Connor McDavid est devenu le 4e joueur de l'histoire de la Ligue nationale à amasser 100 mentions d'aide au cours d'une saison. Kucherov va le faire demain. Kucherov va le faire. Donc c'est une saison. Oui. Bobby Orr, Mario Lemieux et Wayne Gretzky, qui l'a fait 11 fois. Wayne Gretzky, les deux autres l'ont fait une fois. Okay. C'est absolument remarquable. Puis 62 de ces 100 mentions d'aide-là ont été des premières passes. Des passes décisives, des premières passes. C'est quand même exceptionnel. Mais honnêtement, Kucherov aussi va le faire. Je déchirerais pas ma chemise si c'était Matthews qui remportait le McKinnon a une saison fabuleuse. Kucherov va le faire sans passe, il y en a 99. Il va gagner le Hart Ross, il est premier marqueur de la Ligue. Mais tu sais, Kucherov, 142 points, puis il est plus 10. Là. À mon sens, c'est pas une grande saison. C'est beaucoup de points. Là, c'est pas une grande saison. C'est une grande saison offensive, mais tu regardes... Où en serait le Lightning sans Nikita Kucherov en début de saison? Tu regardes collectivement les statistiques, les bilans défensifs des joueurs du Lightning, là, puis tu peux pas dire que cette équipe-là a connu une grande saison. Là. Écoute, ce serait pas mon choix, mais il y a certainement une candidature impressionnante. C'est impressionnant, 142 points. Mais quand tu regardes avec ce... Pas de Vasilevski en début de saison. Ça a été long avant qu'il se mette en marche, en l'absence de Sergachev. C'est probablement... Puis l'avantage numérique, ça compte aussi, là, je veux dire... 52 points en avantage numérique. Il est premier dans la Ligue. Il a réussi à... Il a colmaté ces brèches-là un peu, mais c'est vrai que son ratio défensif est moins impressionnant. Mais il y a 53 points de plus que le deuxième marqueur de son équipe. Si tu regardes, il est dans la même zone que McDavid, McKinnon pour les points. Là, et tu regardes les bilans défensifs des deux autres. Tu peux pas donner le Hart à Kucherov avec, à mon sens, avec plus 10 comparativement à plus 37, plus 34, avec tout ce que tu as nommé aussi, de ce que Matthews accomplit défensivement, bloquer des tirs et tout ça. Il faut tenir compte de l'ensemble. Il ne devrait pas le gagner, je serais surpris, mais il y a un peu... Mais c'est une saison exceptionnelle, ça va être difficile. Il y a beaucoup de joueurs qui ont des saisons exceptionnelles. Oui, parce que Kucherov sera peut-être même pas parmi les finalistes, qui est quand même faut le faire. fascinant. C'est rare que champion. Dans cette gang-là que j'ai nommée, donc Crosby, Matthews, McKinnon, Kucherov et McDavid, ils l'ont tous déjà gagné, sauf McKinnon. Et des fois, il y a un peu cette... notion politique-là de son heure est venue. Tu sais. Alors, je ne serais pas surpris qu'il le gagne. Pas juste pour ça, là, c'est aussi c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Là. Puis il y a un temps de glace. J'ai noté ça ici dans le texte. Là, il joue pratiquement 23 minutes par match, 22,53, ce qui est le plus haut total avec Rantanen cette année depuis 11 ans. De McKinnon, ça. De McKinnon. Et de n'avoir jamais ralenti la cadence en jouant autant sur une saison complète. Il y a une raison pour laquelle il n'y a plus aucun attaquant qui joue 23 minutes par match en moyenne depuis plus d'une décennie. Là. C'est que c'est trop. Parce que c'est presque insoutenable dans le contexte d'aujourd'hui où on est souvent plus à fond de train, surtout dans son cas à lui. Là, c'est une machine. Alors... c'est excessivement impressionnant aussi, mais je voudrais pas être à la place de Godino. Hop là! Habile. Très habile. Très habile. On enregistre le mardi matin.
Ça, c'est pas mal, non. C'est pas sûr que ça se règle ce soir, mais il reste une place. Eh bien, puis, félicitations. Une place, 4 équipes. Félicitations à Patrick. Félicitations à Patrick. Oui. Absolument. Ouais. C'est le fun, ça. Non, c'est le fun. Ça serait le fun que les pingouins se hissent. Oui, mais ça va être un peu. Donc, Ça va c'est être ça. difficile. Qui sera, là? Voulez-vous nommer? Voulez-vous Je dire? vais aller avec mon choix sentimental. Les ça, pingouins. ça C'est sera les vrai que ça serait le fun. Parce qu'entre nous, là. Ils ont le les bris Capitals, d'égalité sur tout le on monde. sent, hein? Ils ont le bris d'égalité sur tout le monde. Donc, si. Juste pour simplifier les affaires. Si, là, si les catastrophes arrivent partout. Ben, les Ça se catastrophes, une défaite, là. ouais. Et est-ce que Enfin. Parce que le Canadien, on parlait des matchs significatifs. Je sais pas, d'éliminer une équipe, ça serait toujours bien ça. Exact. Ça serait Ben, mieux que hier- de taper en arrière de la tête. Exact. Mais hier, tu sais, à Qatar, il y avait l'occasion de le faire. Puis ça, je le disais tantôt, c'est as good as it gets pour toi. Il n'y là. aura pas de match plus Il significatif n'y aura que rien ça. de plus significatif que ça. C'est une belle C'était occasion bon, ratée. ça, As Good As It Gets, avec Mais Jack avec Nicholson Jack, puis mais- Ellen Hunt. Oui, tout à fait. On a tous vu ça. Je cherche le nom du réalisateur. Je vais faire un lien avec Jacques-Alexis, mais ça n'arrivera pas. Qui était le signataire de As Good As It? Je le sais, c'est... Tu le connais? Oui. Ah, j'ai un blanc. Alexandre Gascon. C'est pas- James là- L. Brooks. James L. Brooks, voilà, qui est un des producteurs des Simpsons là, de la première heure. Merci, Alex. Tu sais, Martin, que c'est pas Alex qui vote pour le Trophée Hart cette Non, année. pas cette avec année. Le vote de Radio. J'ai perdu le Non, mais duel. je voulais juste être sûr que C'est clair. c'est correct. C'est correct. Ok. Donc, il vote pas, mais il est quand même affecté à la couverture du Canadien Je suis quand même élu. de la LNH. T'es élu? Je vote pas. Tu votes pas, mais il est élu. C'est l'élu. Je suis élu. C'est l'élu. Non, pas je suis l'élu, Tu mais es élu l'élu. je suis un des élus. C'est comme je la suis l'un matrice. des élus pour C'était couvrir bon, ça. le hockey. La Matrice. La Matrice, C'est c'est qui ça. qui a réalisé ça, la Matrice? C'est les frères, là. Ouais, exact. Voyons. Non, tu Aide-moi, l'as. là. Il est journaliste affecté aux affaires du Canadien Hein? de la LNH et bientôt des équipes canadiennes qualifiées pour les séries. Merci, Alex. Ben, ça fait plaisir. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Tu votes pas, toi? Non. Non. Faut être membre de la PHW. Merci infiniment, Martin. Je cherche les bénéfices d'être membre. Les Wakaski, c'est ça. Il n'y en a pas. C'est juste du travail de plus. Comme dans le livre de Kevin Lambert, que notre joie demeure. Son héroïne s'appelle Wakaski. En tout cas, bon, peu importe. Il y a un petit peu d'étalage gratuit de culture. Non, mais c'est pas, je ici. suis en train de le lire en ce moment. Puis C'est ça bon? m'a fait penser à ça. C'est Oui, bon? c'est bon. Ouais. J'aime bien ça. C'est des sœurs, c'est ça? La Matrice ou le livre de Pardon? Kevin Lambert? Hein? Non, Kevin, c'est pas des sœurs, mais... Je sais pas, je suis pas en train de le lire. Non, mais les C'est Wakaski... des sœurs? Non, c'est un frère et une sœur, me semble. Jacques-Alexis C'est deux Bernardin. filles, c'est deux filles. OK. Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de cette émission et, comment dire, le garde-fou. Le garde-fou en termes Il est notre matrice. de questions. Ouais, de cinéma. Ouais. Prendrais-tu la pilule bleue ou la pilule rouge, Jack? N'importe quelle pilule, il dit. Ça, c'est bon, ça. Merci beaucoup, Jacques-Alexis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Puis lâchez pas, là, on va y arriver. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.